Écosystème, c'est un nom, un mot, une notion dont on entend souvent parler pour imaginer la planète Terre, l'eau, l'air. Ça s'applique à la biosphère, mais ça peut aussi s'appliquer à la sphère des idées, des informations, la noosphère. Et lorsqu'on parle d'écosystème dans la sphère des informations, de la création, des idées, on parle des auteurs, des producteurs, des créateurs, des diffuseurs, des rediffuseurs, des interprètes et bien sûr des bénéficiaires finaux, les utilisateurs, les récepteurs. Et on parle d'un artifice, d'un outil central, le droit d'auteur, copyright. Et le thème de cette présentation, copyleft, est un jeu de mots, la gauche d'auteur ou l'abandon du droit. Justement, ce n'est pas l'abandon du droit dont on parle, c'est bien la gauche d'auteur, un autre mode de partage qui doit lui aussi permettre aux artistes, aux producteurs et à tout cet écosystème de se sentir à l'aise. Quel avenir, quel modèle économique, c'est le thème de cette conférence. La première étape, c'est de parler d'Internet comme un moteur de société apprenante. Société au sens entreprise, organisation, mais aussi au sens groupe, social, communauté, tribu, région, écosystème humain. On parle de communauté de pratique, on parle d'Internet comme un moteur de formation tout au long de la vie parce que, historiquement, on apprenait jusqu'à 18, 20, 25 ans et puis après, on entrait dans le monde du travail. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont aux études et apprennent des choses pour réaliser des métiers qui n'existent pas encore. Par exemple, des gens gagnent leur vie comme professionnels dans la mise à jour d'articles de Wikipédia concernant des thématiques spécifiques, alors que lorsqu'ils étaient aux études, Wikipédia n'existait pas, ils ne pouvaient donc pas avoir une formation d'animateur, modérateur, créateur d'informations. Ils ont dû apprendre sur le tas, apprendre avec d'autres, apprendre par l'expérience et rentrer dans cette thématique qu'on appelle les soft skills en anglais, en français les compétences transversales. L'idée fondamentale, c'est que on doit développer avant tout des compétences de savoir-être, savoir apprendre par soi-même, savoir se poser des bonnes questions, savoir être critique face à l'information et savoir se remettre en question sans pour autant perdre son identité. L'essentiel, c'est le chemin parce que dans la thématique de la société apprenante, on est toujours en mouvement et c'est un choc pour certains plutôt que pour d'autres, psychologique, parce que ça signifie concrètement que lorsqu'on vous avait, pour notamment les gens qui ont été dans un environnement non numérique, lorsqu'on vous avait sensibilisé à l'idée que vous aviez des études, après vous aviez un métier, eh bien cette information-là, ce paradigme, ces croyances, elles évoluent vers non, vous devez tout le temps vous mettre à jour pour garder une place et être à l'aise dans votre vie professionnelle et sociale. Les transitions fondamentales induites par le numérique et Internet en est le symbole. On part d'une culture de rareté de l'information à la culture de l'abondance. Et c'est une bascule puisqu'historiquement, avec la découverte du nouveau continent américain, il y avait une abondance de terres à des prix très modestes et une rareté d'informations qui se vendait cher. Aujourd'hui, c'est plus difficile de vendre l'information et c'est plus facile de vendre des terres. On parle d'une approche cathédrale, alias approche verticale, où il y a une hiérarchie avec des chefs, des sous-chefs et puis tout en bas, des gens qui simplement exécutent, à une approche plutôt bazar, où il y a aussi des chefs, mais ils sont plutôt pour des groupes de travail, et puis des fois, dans un groupe, ils sont chefs, et puis dans un autre, ils sont juste contributeurs, et c'est beaucoup plus informel. L'écosystème Wikipédia, qui est quand même composé de centaines de milliers de contributeurs actifs avec des rôles et des fonctions, est un bon exemple, puisque son numéro 1, Jimmy Wales, qui a été le fondateur, s'est fait interdire de modifier la mise à jour des photographies après avoir fait une erreur. Et donc, il a perdu ses droits et pour autant, il reste le numéro 1. De l'exclusivité au partage, dans un esprit de copyleft, voilà typiquement un moment où on parle du mot-clé copyleft. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en partageant l'information? C'est la bonne question. Ce qui est sûr,
c'est que lorsque je vous souris, j'obtiens des sourires en retour et que le partage de l'information du bonheur peut amener en retour une information de bonheur et donc je suis gagnant. Et ça peut aller bien plus loin que le sourire, ça peut aller jusqu'à l'information d'une œuvre d'art qui peut potentiellement, à certaines conditions que nous allons voir dans les prochaines images, être des conditions de succès tant pour le revenu de l'auteur ou de son écosystème que pour les utilisateurs. C'est là la thématique du copyright au copyleft. Copyleft, encore une fois, qui est juste un symbole de cette idée de partage de l'information comme outil de créativité, de stimulation des nouvelles idées, et non pas comme perte et comme fragilisation d'un métier. Alors ces transitions, qui aujourd'hui sont de plus en plus manifestes, partent de 5 propriétés du numérique. C'est l'apport central de la Fondation Internet.org dans ses travaux qui se développent partout sur Terre avec des sciences sociales, des sciences techniques qui, à tous les niveaux, apportent de l'eau au moulin et permettent de réfléchir sur ces thématiques. 5 propriétés socio-techniques qui changent la donne, qui sont des propriétés qui justifient pourquoi Internet est un espace de partage, pourquoi le web a gagné par rapport au Minitel, pourquoi, même dans les smartphones, aujourd'hui, c'est des logiciels libres et c'est un partage de hypercompatibilité. C'est une proposition, une hypothèse qui a une forte valeur si elle est étudiée par des experts et qu'elle est mise en valeur. Aujourd'hui, elle est simplement considérée comme une petite évidence qui peut être un outil de compréhension. Instantanéité, multilatéralité, symétrie, décentralisation et asynchronicité, 5 propriétés qui vont influer sur tout type de comportement et sur tout type de stratégie quand on regarde l'écosystème. On prend du recul et on se dit, tiens, hier, je devais passer mon œuvre d'art, que ce soit une musique, une photo, un livre, en tant qu'auteur, je le passe à l'éditeur qui le relit, qui me le renvoie, ensuite je l'envoie à l'imprimeur ou à l'éditeur final qui va le presser, qui va le mettre ensuite en vente dans des magasins. Et bien, toute cette culture web, toute cette culture Internet, toutes ces propriétés du numérique, ça modifie complètement tout ça. Je peux avoir en même temps des utilisateurs qui modifient une œuvre que je suis en train de réaliser tout en me la commandant à l'avance, tout en ayant une impression à la demande, tout en ayant un téléchargement mis à jour, tout en ayant plein de versions. Là, ça bouleverse complètement la donne, ça la complexifie à certains égards. Mais rappelez-vous, vous avez aussi dû apprendre, vous avez dû vous programmer pour fonctionner d'une manière A. Et cette programmation, elle n'a pas pris 4 jours, elle a pris des années. Simplement, elle était intuitive parce que vous étiez dans un environnement dans lequel tout le monde fonctionnait à la chaîne, l'un derrière l'autre. Et il y avait un moment où il fallait rendre le produit. Et aujourd'hui, on est dans une approche différente. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour qui, notamment les digitaux natifs, les natifs du numérique, pour qui c'est une évidence que ces propriétés sont solides, cohérentes et que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on mélange tout le temps et que c'est logique d'être en même temps décentralisé, symétrique, que tout le monde peut parler et qu'on est instantané. Les impacts concrets, la prévention individuelle des risques et non plus collectif, le fait d'avoir des ordres qui nous sont donnés par une hiérarchie supérieure devient de moins en moins cohérent puisque ça évolue très vite, puisque ça demande la responsabilité individuelle. De nouvelles dynamiques collaboratives, notamment dans la culture wiki, où on est en synergie, où tout le monde modifie ensemble et on n'a plus un auteur qui conçoit, un autre qui interprète, un troisième qui édite, mais tout le monde fait un peu tout, donc mélange de métiers, complexité, mais en même temps richesse, partage, idées, stimulation, innovation. De nouvelles formes de partage de l'information dans le sens où, effectivement, dans la pratique, eh ben, on ne va plus être dans une énergie où on va dire si je me sens copié, je me sens volé, mais si je me sens copié, je me sens encouragé, à condition pour autant que cette copie fasse l'objet d'un processus qui me reconnaît et qui me permet de continuer dans mon travail. Et enfin, les approches tribales, les communautés de pratique, où on est beaucoup plus dans des métiers de niche, dans des activités de niche, dans des réseaux de niche, où on va par exemple choisir un type de musique très pointu et se rendre compte qu'il y a un grand marché qui a été inexploré ou qui est peu connu. Et ça se développe de plus en plus, c'est très étonnant.
Alors quel rapport avec la choucroute, le copyleft? Eh bien l'idée c'est que c'est une culture, non pas au sens art, mais bien au sens répertoire de solutions aux problèmes et aux passions des gens. C'est la définition des créatifs culturels, c'est une des définitions de l'art, de la culture qui est proposée notamment à l'UNESCO. On parle de patrimoine culturel, on parle aussi des pratiques, on parle du patrimoine vivant, etc. Et le numérique, avec ses propriétés, et c'est ça l'articulation, c'est ça le petit détail. C'est comme quand on veut ouvrir une bouteille avec un décapsuleur, il faut prendre le coup au début, on n'y arrive pas du premier coup. Ben, le petit truc à comprendre, c'est que c'est les propriétés du numérique qui vont influer sur la nouvelle culture de partage symbolisée par le mot copyleft. 4 libertés fondamentales dans le copyleft: accéder, utiliser, modifier, redistribuer. Dans le logiciel, on dit le terme non pas accéder, mais on va dire accéder au code. Là, on parle d'accéder à l'information. Mais le principe, c'est ça. Si l'information n'est pas disponible facilement, c'est difficile de pouvoir l'utiliser. Et ensuite, le fait de la brider pour sa modification, c'est toujours possible, notamment dans ce qu'on appelle le droit moral de l'auteur, de ne pas avoir associé une de ses photos pour donner un exemple extrême, à une promotion d'un parti politique extrémiste ou une discrimination raciale, etc. Mais sur le principe, le fait de pouvoir modifier, c'est la clé qui est la plus difficile à accepter pour un auteur, mais qui lui permet de rentrer dans cette culture du copyleft, dans cette culture où on remixe, et le fait de remixer augmente la valeur et ne la réduit pas. Et bien sûr, redistribuer, là aussi, le stress, oulala, si on me pique mon idée et qu'on la revend à ma place, je me fais avoir. Non, on peut envisager le contraire, à certaines conditions toujours qu'il faut maîtriser, notamment des compétences et des prérequis à développer et un écosystème local à développer. On va voir plus loin. L'idée, c'est que l'auteur, lorsqu'il redistribue, il puisse aussi gagner parce que d'autres distribuent de plein de manières différentes, que ce soit avec des droits dérivés ou, plus largement, avec une aura, une réputation qui va lui permettre de faire du service, de la valeur ajoutée autour. Mais le copyleft, et c'est ça qu'on connaît le moins, il a 2 obligations, et ces 2 obligations ne sont pas des moindres, même si a priori elles paraissent évidentes. Mentionner les sources des auteurs, donner une trace, ne pas copier une information sans la copier, sans mentionner la source, et le deuxième, c'est conserver la licence, c'est-à-dire concrètement ne pas modifier la licence et ne pas privatiser une information qui a été partagée. Parce que c'est ça aussi un problème. Si je dis légalement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ma photo, parmi les choses que je peux faire, c'est dire, elle est à moi, je t'interdis d'utiliser. Donc c'est un peu excessif. Donc il faut protéger la liberté et c'est le principe des obligations. Le copyleft s'applique surtout aux œuvres fonctionnelles. C'est quelque chose qui est malheureusement pas assez compris et pas assez conçu. Aujourd'hui, je partage une information qui a une valeur de type mode d'emploi, guide, conseil, orientation. Lorsque je suis dans un partage d'informations de ce type, je suis dans l'approche fonctionnelle. Comment ça fonctionne? C'est là que le copyleft prend sa pleine puissance. Il est clair que si je vais annoncer un fait divers ou une information essentielle sur la mort de quelqu'un et que c'est faux, ou inversement que quelqu'un va dire non, cette personne-là n'est pas morte et que c'est une annonce publique, là on est dans un domaine du factuel, et le factuel, il a moins de raisons d'être modifié, d'être remixé, parce que c'est un fait. Néanmoins, même dans le domaine factuel, il y a plein de cas qui s'appliquent où le copyleft peut s'appliquer, notamment des faits discutables ou plus largement des faits qui sont repris et recontextualisés ou complétés et de nouveau des angles différents pour aborder la même chose puisque la réalité est rarement totalement objective. Et puis enfin, la dimension créative qui a été présentée à l'envers pour une idée de montrer un peu justement qu'elle remet en question. On peut utiliser de différents modèles économiques qu'on va voir plus loin, notamment le lead time en disant « je crée une œuvre, dans un premier temps elle est complètement privatisée parce que je veux générer des revenus, mais après un moment je vais la libérer parce que ça va permettre à d'autres de remixer, de me restimuler et plus largement d'avoir une deuxième vie pour l'œuvre et qu'elle ne tombe pas aux oubliettes ». Plus largement aussi, il y a des gens qui décident de créer collectivement et typiquement on a d'autres écosystèmes wiki que Wikipédia, où il y a des gens qui créent ensemble, notamment qui créent par exemple des machines industrielles. Donc ils créent des machines industrielles ensemble, en open source hardware,
Et là, typiquement, il vaut mieux qu'on puisse télécharger les plans et puis les remettre en ligne, les adapter, dire que ça, c'est la compatibilité Europe, ça, c'est la compatibilité États-Unis, ça, c'est la compatibilité Japon, ça, c'est un petit ajout, etc. Mais on peut faire la même chose pour des œuvres de photos, de peinture, de vidéo, en disant, vous avez une œuvre de base, moi, je l'ai complétée, voilà l'intérêt de le faire, et ça va permettre des écosystèmes plus complexes de créativité, tribale, communauté de pratique. Concrètement, le copyleft, c'est une révolution qui n'est pas télévisée, c'est un mouvement de fond, c'est un tsunami qui est en train d'apparaître. 1 milliard de vidéos TED sous licence Creative Commons by non commercial. Donc là, on voit qu'ils ont bridé le fait de pouvoir vendre des dérivés, mais par contre, on a le droit de les copier et de les utiliser. De nouveau, 1 milliard approximativement, après 10 ans, d'images sous diverses licences Creative Commons, mais pas seulement d'images, il y a aussi des musiques, et on peut réaliser des œuvres sous licence Creative Commons et les diffuser, et de nouveau, voir les modèles économiques qui vont s'y appliquer. Bien sûr, Wikipédia, 5e site le plus visité au monde, toutes les œuvres, tous les articles, toutes les photos, et notamment de très nombreuses banques d'images, mais aussi de sons, sont disponibles sur Wikipédia sous une licence totalement libre, avec autorisation de redistribuer. Wikipédia qui, par exemple, signe des accords avec des grands groupes de diffusion, comme Orange Telecom, pour vendre l'accès à sa base de données pour un affichage en temps réel, et qui donc génère des revenus sous licence libre. Et puis, il y a des grands succès, qui sont moins connus, mais qui ont généré des résultats déjà très impressionnants et qui vont continuer. Debian, qui est le type de logiciel serveur pour afficher les pages web avec la plus grande progression, qui est le principal serveur logiciel libre qui utilise le noyau GNU Linux et qui autour crée tout un écosystème de programmes. Firefox, qui est dans les 3 navigateurs les plus utilisés. Et puis OpenStreetMap, moins connu, mais très important, qui propose une cartographie mondiale participative en libre accès qui évite que les données concernant la planète soient la propriété d'un groupe d'intérêt privé. On rentre dans le vif du sujet comme déclinaison des propriétés du numérique, des nouveaux modèles économiques qui sont en fait des assemblages d'outils, des assemblages de méthodes. Le principe de l'éditeur, le principe du producteur, le principe du diffuseur sont des outils, sont des fonctions, sont des manières de fonctionner. La longue traîne, c'est un des concepts qu'on peut utiliser. C'est le principe que la somme des grands est égale à la somme des petits dans un marché. Concrètement, si je prends le domaine du livre, on a Amazon numéro 1, on a Barnes & Noble numéro 2, on en a un ou deux autres qui leur sont collés, et ça, c'est les gros. Mais on regarde l'ensemble des petits acteurs dans le domaine de la vente du livre, on a un ensemble de revenus et de chiffre d'affaires de l'ensemble de ces petits acteurs qui est au minimum équivalent, voire supérieur à Amazon. Mais c'est peu connu. La gestion fine, le yield, symbolisée aujourd'hui par les avions low cost, EasyJet pour ne pas le nommer. Lorsqu'on décide de changer son billet d'avion qu'on a déjà acheté, il va nous facturer. Lorsqu'on veut rajouter un bagage, il va nous facturer. Lorsqu'on va décider de changer le nom d'un passager, il nous facture. On veut entrer en premier, il nous facture. On veut boire quelque chose dans l'avion, il nous facture. C'est le principe de dire « je vous vends un produit de base à un prix très bas et tout ce qu'il y a autour, quand vous avez pris l'habitude d'être dans notre tribu, d'être dans notre communauté, parce que vous avez compris, c'est dans un environnement connu, eh bien on vous facture. » Ce qui se rapproche du modèle freemium qui lui dit « je vous donne la première dose de drogue gratuite parce que ma drogue elle est bonne ». Et typiquement le café est en vente libre, on ne va pas refuser une petite poire, une petite viamine dans notre région. Eh ben, c'est la même chose. Et puis à un certain moment, on s'habitue et puis on a sa petite bouteille de viamine à la maison. Mais au début, on ne l'a pas. Au début, on a vu quelqu'un d'autre qui l'avait puis il nous a offert un petit verre. C'est le même principe. Le multi-skilled, ça, c'est un terme que j'ai utilisé pour symboliser l'idée que le chef d'orchestre, ce n'est plus quelque chose pour l'autre. Et c'est là où on rentre dans un univers où d'un côté, on a beaucoup de facilitation, des voitures plus rapides,
des téléphones portables qui nous permettent d'appeler depuis n'importe où. Et d'un autre côté, on a plus de responsabilité de trouver notre place dans un monde complexe où on a plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Ce n'est pas facile à gérer, mais c'est une réalité. Et concrètement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'artistes notamment, mais aussi de formateurs, de chefs de projet qui disent « Moi, je suis en même temps l'auteur, le réalisateur, le producteur, le promoteur. J'assume toutes les casquettes, mais pas seul. Je travaille en équipe avec d'autres gens qui font la même chose. » C'est notamment la culture des clusters de micro-entrepreneurs, des gens qui sont leurs propres promoteurs, etc. Le community management, l'idée de comprendre ce que c'est qu'une tribu, une communauté, typiquement sur Wikipédia, mais partout ailleurs, hein, sur Facebook ou ailleurs, de créer son groupe et de l'animer avec des newsletters, avec de la modération, avec de l'acceptation ou le refus de gens, avec du partage de favoris, etc., etc. Ensuite, on a des entre guillemets lois qui sont plutôt des conjectures ou certaines fois des affirmations entre sciences sociales et sciences techniques qui sont dans le domaine économique. Alors, je vais me concentrer sur Pareto, la loi des 99-1. Ça, c'est un principe de la communauté. Dans une communauté, scientifiquement, selon de nombreuses statistiques, on a 90% de personnes qui lisent, donc 90-90% de gens qui vont être de simples utilisateurs, 9% de gens qui vont parfois donner une petite contribution, un petit commentaire, un petit feedback, transférer un lien plus loin, etc. Et 1% de gens qui vraiment retroussent leurs manches et silence. Donc si on a une communauté de 1000 ou 2000 participants, on peut dire que statistiquement, on aura entre 10 et 20 contributeurs réels. Et là, ça devient intéressant. Des gens qui sont des relais, qui donnent des feedbacks en premier, qui contribuent sur des productions, sur des diffusions, qui vont par exemple pour un artiste musicien organiser un concert d'un musicien, comme certaines stars sont devenues stars parce qu'elles ont obtenu l'appui d'une large communauté de fans qui sont devenus des acteurs de leur carrière, de la carrière de cet artiste et non pas de simples consommateurs. Le crowd, la notion de foule. La foule pour le financement, la foule pour la contribution. On retombe sur le crowdsourcing qui est l'application de l'usage des communautés de pratique et l'usage de ces dynamiques où il y a des contributeurs comme la loi de Pareto. Le principe, c'est qu'il y a des nouvelles manières de financer où on fait appel à sa communauté et la même chose où on obtient des ressources non financières, des contributions, des idées via la communauté. La méthode agile, c'est l'application de la culture du partage lorsqu'on monte un projet et ça doit aller vite. Donc tout le monde peut voir ce que fait l'autre, peut comprendre quels sont les modes d'emploi, les règles d'usage, etc. Le cloud computing qui est juste une manière de symboliser ce nuage d'informations qu'on peut aller mettre sur le web, récupérer de l'info. Donc c'est le principe qu'on n'a plus sur son disque dur local mais qu'en ligne on a l'information. Et puis la culture du do-it-yourself, de nouveau, le chef d'orchestre, je fais un peu tout, mais je partage avec d'autres. J'ai fait une musique, elle est peut-être, je prends souvent l'exemple de la musique, elle est peut-être pas très bien montée, donc je vous l'envoie. Et puis si vous avez envie de faire de l'affiner techniquement, voilà toutes les pistes, donnez-moi un coup de main. Ou alors inversement, je prends une musique, elle est peut-être pas très bien faite, et puis je l'améliore. Ou je prends une voix d'un côté, je prends un son de l'autre, je les mélange, etc. Donc on est dans cette culture du partage. Et puis il y a de nombreux autres codes à découvrir, mais le principe, c'est qu'il s'agit, en conclusion, de réussir à faire une bonne sauce. Et c'est ça le modèle. Le modèle, c'est réussir à mettre les bons ingrédients de la bonne manière et les servir correctement. Donc les réunir, les apprêter, les servir. Et puis recommencer, parce que demain matin, on va recommencer à manger, donc on va remettre en question notre modèle. Voilà le principe fondamental, c'est comprendre des nouveaux concepts. Et si je vous donnais des recettes toutes cuites, je serais un menteur et je ne serais pas honnête intellectuellement parce que justement, la seule manière d'être honnête, c'est de parler de complexité, de transition. Et finalement, cette complexité, c'est simplement parce qu'on a été programmé d'une manière A dans un monde A et puis il y a le numérique qui, comme l'eau, l'air, a des propriétés et puis il faut accepter que c'est nouveau puis que ça arrive. Si on nous mettait de l'eau partout ici puis qu'on devait vivre sous l'eau, on devrait changer notre mode de fonctionnement et puis devenir d'excellents nageurs et apprendre à manger sous l'eau, ce qui n'est pas du tout notre cas. Eh bien, c'est la même chose là. Dans cette dernière image, on voit les critères de succès de l'entreprise de demain.
c'est un document issu du livre L'âge de Pire, alias « Et toi, tu télécharges » d'Alban Martin. C'est une des nombreuses sources qui inspirent notre fondation et qui nous permet d'appliquer toutes ces thématiques à différents domaines. Et c'est vrai que l'idée fondamentale, c'est qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, notamment dans le domaine de la créativité, de l'appui aux artistes ou de la production, etc., dans le domaine de l'industrie de l'information, de l'industrie des médias, eh bien, à la fin de l'année, cette entreprise, elle livre un bilan. Dans ce bilan, il y a les pertes, il y a les profits, basta. Voilà un nouvel élément d'analyse. Au même titre que les États sont en train de revoir le produit intérieur brut et de se demander s'il ne faudrait pas plutôt se concentrer sur le bonheur intérieur brut, puisqu'on voit qu'il y a des déviances comme par exemple le fait que si je fais un accident et je vais à l'hôpital, j'augmente le produit intérieur brut, ce qui est conceptuellement juste mais humainement assez malheureux. Eh bien, on pourrait dire que le bonheur intérieur brut de l'entreprise multimédia de demain, c'est celle qui se préoccupe de ces nouveaux critères. Voilà encore des critères. Vous aurez le temps de les revoir. Et en synthèse, Internet, un moteur de société apprenante, des transitions fondamentales à l'œuvre qu'on ne voit pas nécessairement, une révolution peu télévisée, des origines, les 5 propriétés sociotechniques, des impacts sur nos pratiques, le copyleft qui est un petit peu l'artefact, l'artifice, le levier central comme le copyright l'était à l'époque, donc un concept, un regard, une adoption qui concrètement est exponentielle de ce copyleft, des déclinaisons de propriétés qui s'appliquent comme une boîte à outils, comme une recette de cuisine qu'on va se partager, et des critères pour l'entreprise de demain. Merci pour cette présentation, mais je termine par respecter ce que je vous ai dit. Voilà les crédits des photographies qui ont été prises aujourd'hui et la mention du logiciel qui a été développé. Ces œuvres ont été trouvées dans des sites qui ont la particularité d'être dans cet esprit de partage de l'information et qui vont peut-être vous amener à envisager de nouvelles collaborations, de nouvelles coopérations, de nouvelles lignes de conduite et un jour ou l'autre d'avoir des liens avec ces structures. Merci.